ambitions. D'abord, on doit s'affirmer. On doit s'affirmer, on doit porter l'identité de la Haute-Corrèze, de ce patrimoine absolument exceptionnel que nous avons de Haute-Corrèze. Nous devons se réaliser avec la mise en valeur de cet écrin naturel, environnemental que nous avons, qui est quelquefois méconnu et qui n'est pas suffisamment porté, même par les habitants sédentaires. C'est un cadre de vie exceptionnel dans lequel nous avons, qui est apprécié aujourd'hui de toutes les Françaises et les Français, puisque nous avons assisté avant le Covid aux prémices de l'exode urbain en faveur de la ruralité de ce territoire pour lequel nous sommes. C'est un territoire qui se dépasse, qui doit se dépasser parce qu'il est riche d'une multitude d'entreprises qui sont là ce soir, que nous avons réunis récemment. Ils étaient 50 à nous dire « aidez-nous à aller plus loin parce que nous sommes déjà des entreprises dynamiques, nous sommes déjà performants. Il faut que vous apportiez votre contribution pour que nous allions plus loin dans l'économie de ce territoire, dans cette économie auquel on associe aussi l'économie touristique qui est un véritable enjeu extrêmement important pour ce territoire. Alors il y a bien sûr plusieurs étapes, il y en a 6, qui d'ailleurs ces 6 étapes ont été construites par nos partenaires que sont effectivement les secteurs de l'économie, les entreprises qui nous ont fait part des préoccupations qu'ils rencontraient. La première chose, pour rétablir l'image. C'est le défi numéro 1. Défi numéro 1. Rétablir l'image, c'est indispensable parce que nous avons une image qui est extraordinaire et méconnue, donc il faut le rétablir. En défi numéro 2, il faut attirer des actifs, ancrer la jeunesse dans nos entreprises. Le défi numéro 3, il faut réinvestir les territoires et faire vivre la proximité. Le défi numéro 4, repenser la mobilité. Beaucoup de nos chefs d'entreprise nous ont dit, il y a un mois, dans cette salle, nous avons des difficultés de mobilité. Il faut effectivement nous aider, même pour un petit transport qui va du sel jusqu'à la société Lost, pour ne prendre un exemple, c'est-à-dire au rond-point de l'Empereur. C'est aussi préserver ce patrimoine exceptionnel environnemental que nous avons. Nous avons un paradis environnemental sur ce territoire. Et ce paradis environnemental, il faut effectivement en assurer la transformation écologique. Et il faut bien sûr garantir la coopération territoriale. Et c'est un enjeu qui est extraordinaire, qui est passionnant. Et je dois dire que nous avons la chance à Haute-Corrèze Communauté d'avoir des partenaires dans tous les secteurs qui nous aident à réussir, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales comme les départements, comme la région, que ce soit l'ensemble des structures qui participent à l'économie de ce territoire. Nous avons la chance de les avoir à nos côtés pour réussir ce véritable pari de la Haute-Corrèze, de cette politique pour les 20 ans qui viennent. Merci Monsieur le Président, merci Pierre Chevalier, donc président de Haute-Corrèze Communauté. Je vous invite à vous asseoir, à rester sur ce plateau avec nous. Un nouveau départ donc pour la Haute-Corrèze. Voilà qui nous amène à l'attractivité de notre territoire haut-corrézien. Et pour en parler également, j'invite à me rejoindre Célia Escura, directrice générale des services de Haute-Corrèze Communauté. Bonsoir Madame Escura. Alors on vient de parler projet de territoire. Quelles actions concrètement, très concrètement, ont été mises en place justement pour pouvoir atteindre ces objectifs ? Bonsoir Muriel, bonsoir à toutes et à tous. Alors la première action concrète, c'est celle qui nous réunit tous ici ce soir, c'est l'identité visuelle que vous allez découvrir dans un instant et que nous allons être tous amenés à porter ensemble, porter fièrement les couleurs de cette belle Haute-Corrèze qui nous réunit ce soir. La deuxième action, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de territoire, dont on va parler plus longuement juste après, et qui nous permet aujourd'hui d'être en capacité de cibler les profils dont nos entreprises ont besoin aujourd'hui et demain. Cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nous permet également d'attirer ces actifs dont nous allons avoir besoin pour combler donc, les besoins en ressources humaines de nos entreprises. Et attirer les 3000 actifs dont nous avons besoin pour combler les départs en retraite de ces prochaines années.
La troisième action, c'est l'accueil. Nous allons travailler activement sur cette notion pour accueillir ces familles sur le territoire et nous construisons actuellement une base arrière de la conciergerie départementale pour pouvoir apporter un accompagnement clé en main à ces familles. Ensuite, la troisième action, la quatrième, pardon, c'est l'habitat et le logement, un vrai sujet sur le territoire. Les élus devraient entériner, je l'espère, d'ici la fin de l'année, le plan local d'urbanisme intercommunal qui permettra à ces familles, tout simplement, de s'ancrer sur le territoire et de construire des logements. Nous avons également des aides à la rénovation de l'habitat, de l'existant, de l'ancien, que ce soit pour les particuliers, les bailleurs sociaux ou les communes. Ensuite, nous préservons le paradis environnemental, dont parlait juste avant le président, avec des actions très fortes en matière de gestion des milieux aquatiques, des milieux naturels, une ambition zéro déchet et une labellisation économie circulaire, je l'espère, dans quelques années. Ensuite, l'accueil des jeunes enfants est également un sujet. Les élus souhaitent mener une politique ambitieuse en matière de jeunesse pour ancrer nos jeunes sur le territoire, pour leur faire découvrir les métiers dont nos entreprises ont besoin et les former. Enfin, la revitalisation des centres-villes est importante. Nous avons la chance d'avoir 4 communes labellisées Petites Villes de demain, avec lesquelles nous travaillons pour dynamiser les centres-villes. J'en terminerai avec le tissu associatif de notre territoire, qui est très dense. Nous avons cette chance-là. Et les communes et Haute-Corrèze Communauté portent des actions culturelles, des actions de soutien à ce tissu associatif qui fait de la Haute-Corrèze finalement un territoire dynamique, animé, créateur de liens solides et solidaires. C'est aussi ça, la Haute-Corrèze. Merci Madame Escura pour ces précisions. Alors pour enchaîner justement avec la GPEC, cet outil de développement et d'accompagnement local qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, dont la représentante du président Alain Rousset est parmi nous ce soir. Il s'agit de Marie-Hélène Michon et que nous allons entendre également un petit peu plus tard. Mais avant cela, je vous propose en vidéo de prendre connaissance de ce qu'est justement cette GPEX, des premiers résultats de cette dernière, des enjeux qui en découlent également, menés par Haute-Corrèze Communauté. La GPEX, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire. C'est une étude qui a été menée à l'échelle du pays Haute-Corrèze-Ventadour. Ce pays comporte donc 2 communautés de communes qui sont Haute-Corrèze Communauté et Ventadour-Égletons-Monédière. Les objectifs de cette étude sont de recenser et d'anticiper les besoins de nos organismes employeurs en matière d'emploi et de formation. C'est un outil au service du développement économique. Elle concerne à la fois les actifs, les organismes employeurs, les formations, mais aussi les élus et les territoires. Le territoire étudié, ce sont 5 bassins de vie, Ussel, Bord-les-Orgues, Neuvic, Mémac et Égletons. La densité de population est faible, avec seulement 19 habitants au kilomètre carré. La population est en baisse du fait de son vieillissement. Par contre, le solde migratoire est positif ces dernières années, et ça, c'est encourageant. On a la chance d'avoir 1558 établissements employeurs et des secteurs d'activité très diversifiés. Cela contribue au dynamisme de notre territoire. Petite particularité, nous avons sur le territoire 19,2% des emplois qui sont industriels, ce qui représente 3 points de plus qu'au niveau départemental. Entre 2008 et 2019, on constate une baisse de 9,8% de la population active. Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse sur les 5 dernières années. Côté dirigeants d'entreprise, 4 dirigeants sur 10 ont plus de 55 ans. Néanmoins, cet âge est à relativiser car les spécificités du territoire montrent que les créateurs d'entreprises ont en moyenne 40 ans. Pour maintenir un tissu économique dynamique sur le territoire, il faudra porter une attention toute particulière aux reprises des entreprises. La population des 15-24 ans a diminué de 6% entre 2013 et 2019. De plus, 16% des jeunes de 20 à 24 ans sont sortis des études sans diplôme en 2018.
Il semble nécessaire de s'intéresser à ces jeunes et de leur apporter des solutions et des perspectives professionnelles. Cela passe par une mise en relation avec les entreprises du territoire qui sont en recherche de main-d'œuvre et en capacité de les former. Cette étude a été menée entre février et juin 2022. Elle a été co-construite avec les 3 chambres consulaires, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie. Elle a été animée par un COTEC composé de la préfecture, la région, le département, Pôle emploi, la mission locale et l'éducation nationale. Au total, nous avons rencontré 100 entreprises et collectivités. Et 69 entreprises ont répondu par mail ou enquête téléphonique. Le questionnaire diffusé comportait 3 parties, une partie 2017-2021, l'analyse de l'année 2022 et les prospectives sur l'année 2023-2026. L'étude présentée ici porte uniquement sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté. Il s'organise autour de 4 bassins de vie définis par l'INSEE. Le bassin de vie de Meymac, d'Ussel, de Neuvic et de Bort-les-Orgues. Comme vous pouvez voir sur ces 2 graphiques, le panel étudié représente proportionnellement les entreprises présentes sur le territoire. Sur ce graphique, on note que 30 répondants relèvent du secteur industriel, 17 du BTP, 69 du commerce et de l'artisanat, 41 des services et 11 du secteur des cafés, hôtels, restaurants. On peut souligner l'ampleur de cette enquête. Le panel consulté totalise 5817 emplois salariés. Cela représente 54% des effectifs salariés identifiés par l'INSEE au 31 décembre 2019. Dans le panel interrogé, 1059 salariés ont 55 ans ou plus. Ils représentent 18% des salariés qui sont donc susceptibles de partir en retraite dans les 7 à 10 prochaines années. Concernant la création d'emplois sur le territoire, le solde est positif avec 230 emplois créés entre 2017 et 2021. Par ailleurs, sur la même période, une seule entreprise sur 4 a diminué ses effectifs. Oui, 31% des établissements en accueillent. Toutefois, on note de grosses disparités entre les filières. Par exemple, les établissements dans les secteurs café, hôtel, restaurant ou commerce emploient peu d'apprentis. Par ailleurs, on peut noter que les secteurs d'activité où une formation est présente sur le territoire emploient, à contrario, beaucoup d'apprentis. On peut prendre pour exemple le secteur médico-social avec l'IFSI ou le secteur du bois avec l'école de Meymac. En 2022, les entreprises projetaient pas moins de 610 recrutements sur le territoire, dont 49% en CDI. Leur stratégie de recrutement repose principalement sur leurs connaissances et réseaux, ainsi que sur l'utilisation des réseaux sociaux. On peut noter que les canaux traditionnels de recrutement sont de moins en moins utilisés par les chefs d'entreprise. Ils préfèrent aujourd'hui des canaux gratuits, mais dont l'efficacité reste à prouver. Une entreprise sur 3 a renoncé à recruter pour l'année 2022. Ces entreprises renoncent car elles ne trouvent pas de candidats pour le poste ouvert. Cela entraîne soit la réorganisation des services, soit l'abandon de nouveaux marchés ou de projets de diversification. Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement. Les principales sont le manque de candidats pour le poste. Ceci s'explique par la situation de plein emploi du territoire. En effet, le taux de chômage est environ de 5% en fin 2022. Les problèmes d'attractivité du territoire et les soucis liés à l'installation des nouveaux arrivants sont aussi des freins au recrutement pour nos entreprises. À savoir les difficultés à trouver un logement, les problèmes liés à la mobilité, l'emploi du conjoint ou encore la garde d'enfants. Pas certain. On constate qu'une entreprise sur 3 rencontre des difficultés en matière de formation. Elle relève d'une méconnaissance de l'offre existante et d'un manque de solutions sur place. On perçoit aussi que plus l'entreprise est petite, moins elle a connaissance de l'offre de formation présente sur le territoire. Trois entreprises sur 4 pensent que le recrutement sera difficile, voire beaucoup plus difficile dans les années à venir. Pourtant, elles projettent tout de même de recruter prochainement. Avant d'analyser ces chiffres, il est important de préciser que cette étude a été réalisée avant les crises géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui. Seulement 1% des entreprises pensent diminuer leurs effectifs au cours des 5 prochaines années. Ce chiffre montre le dynamisme et l'optimisme de nos chefs d'entreprise. La question aujourd'hui est de savoir comment les conserver.
On constate que les profils les plus recherchés sont celui de CAP et Bac Pro. Ceci s'explique par l'importance des filières médico-sociales, bois et industrie qui emploient majoritairement des profils peu qualifiés. Contrairement aux idées reçues, des postes de cadres sont disponibles chaque année sur notre territoire. Étant donné la diversité du tissu économique de notre territoire, l'ensemble des filières recrutent. On peut néanmoins distinguer 3 filières plus porteuses: le secteur médico-social, l'industrie et la fabrication artisanale et la filière bois. L'étude a ciblé les exploitations en circuit court, en bovin viande de plus de 70 vaches et les futurs cédants. « 35% des exploitants en circuit court enquêtés sont installés depuis moins de 5 ans. A contrario, seulement 5% des exploitants bovins viande sont installés depuis moins de 5 ans. Les deux types d'exploitation révèlent avoir besoin de main-d'œuvre, mais pour des raisons bien différentes. En bovin-viande, 63% des agriculteurs affirment avoir besoin de main-d'œuvre, justifiée par une charge de travail jugée trop importante. En circuit court, 50% des exploitations ont besoin de main-d'œuvre afin de mener à bien leur projet de développement. Dans le cadre de ces deux types de production, l'étude révèle que le diplôme importe peu. Néanmoins, les connaissances du milieu agricole sont un réel plus. Malgré cela, c'est toujours la motivation des candidats qui prime. Cependant, les agriculteurs qui cherchent à s'associer ou à transmettre une exploitation privilégient les candidats d'un niveau de diplôme supérieur ou égal au bac agricole. Des disparités flagrantes existent selon le type de production. En bovin-viande, 70% des exploitants recherchent un salarié occasionnel. 1 sur 4, en revanche, recherche un salarié à temps plein. En circuit court, un exploitant sur 2 recherche un salarié occasionnel. 1 sur 3 recherche un salarié permanent et 1 sur 4 cherche à s'associer. Ce n'est pas si simple. Les freins économiques sont ceux qui reviennent le plus lorsque l'on interroge les exploitants, en particulier ceux en bovin-viande. La seconde cause citée par les exploitants est celle du manque de candidats. En conclusion, il semble donc nécessaire d'améliorer la productivité des exploitations, toutes productions confondues. Faciliter les démarches de recrutement en informant sur les dispositifs d'aide à l'embauche. Former les exploitants aux ressources humaines pour améliorer les relations employeurs-salariés. Développer l'emploi en soutenant l'investissement à l'embauche. Mieux former les salariés. Et enfin, améliorer les conditions de vie des salariés et leur faciliter l'accès au territoire. Sur le territoire, au 1er janvier 2021, 286 agriculteurs avaient plus de 55 ans. Sur les 132 agriculteurs interrogés, 60% n'ont pas de repreneur à l'heure actuelle. Parmi eux, 40% ne savent pas s'ils installeront un jeune agriculteur ou s'ils loueront à un voisin. L'exploitation type a cédé à un système de production bovin-viande et une surface moyenne de 85 hectares. La préoccupation principale concerne la date de cessation d'activité et les droits à la retraite. Toutefois, la recherche de repreneurs hors cadre familial est la deuxième préoccupation la plus importante. À souligner aussi, un agriculteur sur 3 dont la succession n'est toujours pas assurée devra céder son exploitation dans les 2 ans, et 7 sur 10 dans les 5 ans. Adapter les formations et le suivi des candidats à l'installation. Communiquer sur le métier d'agriculteur. Relever le défi du renouvellement des générations. Améliorer et sécuriser le foncier. Accompagner la mobilité. 5 défis ont été identifiés. Le premier, accueillir 3000 actifs d'ici 10 ans pour maintenir et développer le tissu industriel et économique. Poursuivre et amplifier l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi. Apporter des solutions pour résorber les freins périphériques à l'emploi. Rapprocher les structures d'enseignement et les établissements employeurs. Mettre en place un travail collaboratif entre les différentes parties prenantes et mettre en commun nos indicateurs et nos diagnostics. Voilà,
Voilà, cette GPEC, cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Nous venons donc de voir cette synthèse détaillée des résultats de l'enquête et ses enjeux. Pour entrer à présent dans le vif du sujet, j'invite à me rejoindre sur scène Monsieur Christophe Orfeuillère, le maire d'Ussel et vice-président de Haute-Corrèze Communauté en charge du développement économique. Bonsoir, Monsieur Orfeuillère. Prenez place avec un micro. J'invite également Monsieur Philippe Brugère. Il est le premier magistrat de la belle cité des Macois, et vice-président de Haute-Corrèze Communauté, en charge pour sa part de l'économie touristique, de l'accueil et de l'attractivité. Monsieur Brugère, bonsoir. J'invite à présent Madame Magali Évrard de Smet, chef d'entreprise, directrice du site Le Mont de la Coste du groupe Lost. Bonsoir Madame de Smet. Prenez place également. Et enfin, j'invite Monsieur Jean-Pierre Magne à la tête de Magne Maçonnerie, basée à la Courtine, en Creuse. Bonsoir Monsieur Magne. Prenez place aussi. Honneur aux dames. Avec un micro, tenez. Madame Magali Évrard de Smet, vous êtes donc, nous l'avons précisé, à la tête du site Le Mont de la Coste, plus connu sous le nom du groupe Lost, à Ussel, spécialisé dans la production de charcuterie sur la zone de l'Empereur, précisément. Une activité démarrée en 1996, c'est bien cela? Absolument. Alors pour vous, Madame Évrard de Smet, cette démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dont on vient de voir, tout cela bien détaillé, au sein d'un territoire, cette GPEC, nous venons d'entendre le bilan, est-elle plus que nécessaire? Elle arrive même trop tard, selon vous? Elle est effectivement plus que nécessaire et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc j'étais ravie, moi, qu'on nous parle de cette GPEC et qui, en tout cas de ce que j'ai entendu, reflète nos besoins aujourd'hui en entreprise. Et justement, vos besoins sur lesquels, pour vous particulièrement, sur le groupe Lost, en tout cas sur le Mont de la Coste à Ussel? Alors évidemment, on a besoin de beaucoup de monde encore. J'ai 50 emplois qui vont être à pourvoir d'ici cet été. Il m'en manque aujourd'hui 25 et 25 nouveaux qui vont arriver d'ici cet été. Et la difficulté, comme l'a dit la GPEC, c'est la mobilité, parce qu'on a du mal à faire venir les gens jusque notre entreprise, du centre-ville d'Ussel jusque l'entreprise. On a des problèmes de logement, puisqu'on a du mal à faire venir. Les gens, lorsqu'ils viennent, ils ne trouvent pas forcément de logement adéquat. Et ensuite, on a des problèmes d'accueil pour on parlait des cadres, on parlait des gens des postes un peu différents. On a vraiment du mal à les accueillir et à les garder. Dans les 6 premiers mois, c'est le plus difficile. Justement, Christophe Orfeuillère, maire d'Ussel, il fonctionne. Un établissement, pour rebondir sur les propos de cette chef d'entreprise, un établissement sur 3 en Haute-Corrèze est confronté à des difficultés de recrutement et outre le manque de candidats, la question de l'attractivité du territoire, le logement, dont on vient de parler madame, la mobilité géographique sont des freins à l'emploi. Quelles sont les pistes, les actions à mener en la matière? Alors, très concrètement pour lui répondre. Très rapidement, donc, comme vous le savez, Haute-Corrèze Communauté a décidé de prendre la compétence mobilité. C'est tout récent et dernièrement on a justement réuni l'ensemble de ces acteurs économiques pour essayer de comprendre, de trouver des solutions surtout sur la mobilité en tout cas. Il y a des actions qui vont se mettre en marche et en tout cas des choses précises en tout cas qu'on souhaite mettre en place. Je crois qu'il y a une concertation avec les plus grosses entreprises du secteur et c'est en bonne voie. De nos 2 dernières réunions, en tout cas, madame le sait très bien. D'autre part, sur le logement, je pense que depuis 3 ans, nous avons fait une expérience sur Ussel de logement dit intermédiaire, qui permet aux entreprises de nous contacter le vendredi pour loger quelqu'un le lundi qu'ils ont recruté en urgence. Alors, on a 15 logements aujourd'hui disponibles sur la ville d'Ussel, des logements meublés, et ça répond à l'urgence des entreprises. Alors, c'est sous forme de convention. L'ensemble des entreprises uccelloises le savent maintenant de ce dispositif et je crois que c'est un dispositif qui pourrait être relayé également sur tout le territoire, notamment sur les villes-centres des ex-cantons, sur le Vic, Bord, Mémac ou autres.
Et je pense que c'est un système aussi qui peut permettre en tout cas de la réactivité face aux problématiques. Quand ils ont quelqu'un qui doit faire venir au travail le lundi, il faut qu'ils soient réactifs pour le loger, pour la partie logement. Oui, Christophe Arveillard, je précise que vous êtes le tout nouveau président de la Société de coordination Action et Territoire, voilà, hein, qui réunit Coprod, Corrèze Habitat et Domo France. Madame Erreur de Smet, vous dites en substance, il faut que ce territoire bouge avec nous, sinon ça ne marchera pas. C'est un peu ça. Alors évidemment, il faut que ce territoire bouge avec nous, et lorsqu'ils sont venus me voir, je leur ai dit enfin, le territoire s'occupe de son territoire. Et moi, ça me fait plaisir, et ce que je vois, en tout cas j'attends qu'il y ait des actions qui se mettent en place. Alors je dirais pas rapidement, parce qu'il faut le temps de faire les choses, mais en tout cas je suis ravie qu'on aille dans le même sens. Une attente partagée également par vous, monsieur Jean-Pierre Magne. Vous dirigez, donc, je le rappelle, l'entreprise Magne Maçonnerie à la Courtine en Creuse. 17 ans que vous êtes installé, vous avez 10 salariés, 2 apprentis, 2 intérimaires. Vous êtes aussi dans des attentes. Qu'avez-vous pensé de cette démarche? Vous avez été contacté? Bien sûr, j'ai été ravi par cette démarche. On a pu échanger longuement. Maintenant, moi je pose la question, on a un outil, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va utiliser cet outil? Christophe Arveillard, vous voulez répondre? Je pense que l'outil, par rapport aux expériences qu'on peut avoir sur les villes-centres, où on est la ville d'Ussel, je pense qu'aujourd'hui Ussel, sur ce territoire de Haute-Corrèze Communauté, doit être le cœur battant de ce territoire. Et toutes les initiatives qu'on a pu avoir, nous en tout cas en tant que commune d'Ussel, il faut la répartir un peu sur tout le territoire, et c'est comme ça qu'on entraînera en tout cas tout le territoire et les 71 communes dans une démarche et dans des solutions pour les entreprises, en tout cas pour l'accueil des employés pour tout le territoire, de ces entreprises qui sont en recherche, qu'ils soient à la Courtine, à Couffy-sur-Sarsonne ou sur d'autres communes du territoire. Je pense qu'il faut que, si la commune centre est vraiment moteur et s'adapter un petit peu à toutes les opérations qu'on a mises en place, je pense que ça pourra fonctionner. Monsieur Magne, vous avez une question supplémentaire? Tout à fait. Pas une remarque. On parle des entreprises et je pense qu'il ne faut pas oublier tout le milieu associatif pour qu'on puisse travailler tous ensemble. J'ai d'autres responsabilités aussi, Je suis président d'une association toute nouvelle en Creuse, EC-Cube, qui est en relation avec l'économie circulaire de la construction en Creuse. Et on apporte des solutions clés en main pour les entreprises du BTP et qui pourront s'écarter et s'adapter pour d'autres entreprises qui ont ce problème de gestion de déchets, de revalorisation des déchets, pour se mettre en conformité avec la réglementation qui arrive à grands pas. Élu, chef d'entreprise, vous travaillez de concert tous ensemble, ça? Tout à fait. On a réussi à mettre autour de la table des opérateurs privés, publics, les syndicats, des métiers, et de là est née notre association, et qui est opérationnelle, puisque hier j'étais à Guéret, on a visité la plateforme principale Réval 23, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, on était à Bourg-à-Neuf, où il y a la plateforme secondaire qui est opérationnelle aussi, l'Angladur Recyclage. Philippe Brugère, vice-président de Haute-Corrèze Communauté, je rappelle que vous avez en charge l'économie touristique, l'accueil et l'attractivité. L'attractivité, justement, aussi la mobilité. Madame de Smet, il y a fait allusion par rapport à ces recrues actuelles et futures. La mobilité, concrètement, quelles avancées, quelles pistes d'action au travers de cette GPECT vous pouvez mettre en place pour répondre aux attentes de ces chefs d'entreprise? Parce que certains n'ont pas le permis, je crois, je me suis laissé dire que certains n'ont pas le permis, travaillent chez vous. Comment faire pour venir du Celle-Centre jusqu'à l'Empereur? S'ils n'ont pas le permis. 10% aujourd'hui. Et vous êtes aujourd'hui à une centaine, de salariés. Philippe Brugère, c'est à vous, la réponse. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la mobilité, c'est l'un des autres grands enjeux à côté de celui de l'habitat. Alors, il y a ceux qui n'ont pas le permis et puis ceux qui l'ont perdu. Ça arrive même aux meilleurs. Il y en a qui se reconnaîtront dans la salle. On a effectivement identifié dès la construction de notre schéma de cohérence territoriale et puis avec sa déclinaison dans le PADD, c'est-à-dire projet d'amélioration et de développement durable, c'est l'enjeu de relier les pôles secondaires avec Ussel et puis voir aussi entre pôles secondaires puisque c'est les bassins d'emploi sur nos territoires. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la Comcom, comme l'a rappelé Christophe tout à l'heure,
la Comcom a souhaité prendre la compétence mobilité pour mettre en œuvre réellement ces liaisons entre pôles. Et puis il y a d'autres outils plus... Des pistes qui ont été évoquées par le SCOT oui, en termes de mobilité. d'autres outils très concrets. Bon, évidemment, développer le covoiturage quand c'est possible. Et là, le département nous aide en mettant sur pied des aires de covoiturage dans des endroits stratégiques. Donc ça reste à compléter, bien sûr. Puis il y a d'autres outils qu'on peut imaginer. Et quelque chose de moins connu aussi, peut-être. On avait pensé à un Blablacar local qui n'a pas encore été réalisé, mais c'est une piste de réflexion qu'il faudra mener. Et puis, il y a évidemment déjà un maillage ferroviaire qui existe encore. Alors, il convient de le conserver, celui qui reste, de le renforcer. Je sais qu'il y a des gens qui vont au travail à Meymac, qui viennent d'Ussel, en train tous les jours. Donc, c'est pas à négliger. Puis, nos établissements de formation aussi ont grandement besoin de ce ferroviaire. Et quelque chose de moins connu, les bus scolaires. Absolument. Là, je m'adresse à tous les chefs d'entreprise qui sont dans la salle. En fait, très peu de gens le savent, mais les transports scolaires sont accessibles à tout un chacun, à partir du moment où, évidemment, il reste des places en plus des scolaires. Et donc, chaque jour, les gens peuvent utiliser les transports scolaires pour aller d'un village à la ville-centre. Madame Évard de Smet, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit sur la mobilité? Est-ce que vous y trouvez d'éventuelles solutions pour vos salariés? Effectivement, sur la mobilité, ça pourrait être deux solutions. Donc, il faudra voir comment on mettra ça en œuvre. Mais en tout cas, le Blablacar, effectivement, peut être une des solutions intéressantes. On a surtout, depuis quelque temps, trouvé un rythme avec les entreprises et les chefs d'entreprise. J'avais, par leur initiative, de s'allier entre eux, je dirais, pour constituer une ressource entre eux pour échanger. Et on fait des réunions régulières depuis qu'on a pris la compétence mobilité, en tout cas, pour trouver des solutions. Et je crois que c'est avec cet échange, cette co-construction avec nos chefs d'entreprise qu'on réussira à trouver des solutions, en tout cas, pour la mobilité, en tout cas. Et justement, nous avons évoqué donc logement, mobilité, à l'instant, l'attractivité. Ma question va être très directe, Christopher Feuillère, en partant d'une GPECT territoriale. Comment peut-on être concret derrière? Il s'agit d'emmener 71 maires derrière soi. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, le travail mené pour définir l'identité de notre territoire de façon collégiale, avec toutes les forces vives, les entreprises, les élus, les maires, les élus des communes, nous ont révélé finalement à nous-mêmes. Et comme je vous rappelais tout à l'heure, Ussel doit être le cœur battant de ce territoire, et tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, parce qu'on est la commune centre et la plus grosse ville par rapport à ce territoire, doit être certainement à laisser au moins sur l'ensemble de ce territoire. C'est comme ça qu'on arrivera à faire ce maillage, et en tout cas cette avancée en tout cas sur tout le territoire, sur la mobilité, sur le logement, sur la petite enfance. Il y a un travail qui est fait également pour accueillir la majorité des enfants, de la petite enfance dans tous nos secteurs. Et c'est ce travail qui doit permettre donc de valoriser notre territoire en tout cas. Philippe Brugère, votre enseignement de tout ce travail, c'est développer aussi l'accompagnement des démarches des demandeurs d'emploi. De quelle façon? En 2019, sur le territoire Haute-Corrèze, le taux de chômage est de moins de 6% chez les 15-64 ans. L'offre de formation, s'il y a offre sur le territoire, les jeunes peuvent plus facilement rester ici? Ça va de soi? Oui, absolument. On a un taux de chômage très bas. On peut même considérer que nous sommes en situation de plein emploi sur la Haute-Corrèze tout au moins. Et on a vu aussi dans la petite présentation, il y a une particularité, c'est qu'il y a 16% de nos jeunes qui sortent sans diplôme des écoles. Et ça, c'est effectivement un problème. En 2018, oui, 16,4% de jeunes âgés de 20 à 24 ans. Voilà, c'est un problème qu'il faut traiter. Donc on doit former ces jeunes aux besoins du territoire et aux besoins de nos entreprises. C'est-à-dire ça ne sert à rien de faire des formations qui ne sont pas exploitables sur le territoire. Alors pour ça, il faut évidemment développer nos filières de formation, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Et il faut renforcer donc la collaboration avec la région et l'éducation nationale, qui sont les deux acteurs majeurs dans ce domaine de formation. Et les domaines où vous
pouvez agir? C'est la santé, c'est le bois? Alors oui, voilà, en faisant écho à la présentation, on a vu que la part du médico-social sur le territoire est très importante. Donc on a un institut de formation, le directeur est là, l'IFSI, mais voilà, il faut... Et puis il y a aussi la filière bois, mais vous l'avez cité tout à l'heure, l'école forestière de Mémac, mais il faut évidemment les renforcer et les développer encore, puisque les besoins ne sont pas forcément couverts. Et il y a une évidence, j'ai envie de dire, c'est que pour qu'il y ait de l'apprentissage, de la formation, encore faut-il qu'il y ait des centres de formation et d'apprentissage adaptés sur le territoire. Et donc là, on va y travailler très concrètement avec la région et l'éducation nationale. Jean-Pierre Magne, un mot sur votre secteur d'activité, vous la maçonnerie, en termes de formation. Alors, et nous, le bilan santé. Merci. Dans le secteur du bâtiment, bien sûr, on manque de manœuvre. C'est difficile de trouver des candidats. Moi, j'ai la chance, dans mon entreprise, j'ai pas de turnover. Et en fait... C'est qu'elle a un bon chef d'entreprise. Je sais pas, il faudra leur demander. Mais j'ai la chance d'avoir pas mal de jeunes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai 2 apprentis. J'en avais 3, il y en a un, moi, il est retourné, il a quitté l'apprentissage. Enfin, il passe son CAP de maçon, mais il a quitté l'apprentissage, il est revenu dans la filière normale, entre guillemets, scolaire, plus scolaire. Par contre, j'ai retrouvé un 2e apprenti, là je suis assez content, puisqu'il est en première année CAP, l'autre est en 2e année CAP, et le 2e envisage de continuer, passer un bac pro, et donc c'est de bon augure. Parce qu'il faut qu'on appuie, qu'on aide nos jeunes, et ce sont eux l'avenir de nos entreprises. Et l'apprentissage, et pouvoir les capter. Tout à fait. Ce qui ressort encore de cette étude, c'est qu'il faut rapprocher encore plus, pour en terminer, les établissements d'enseignement, les structures de formation des entreprises. Philippe Brugère, un mot de conclusion? Bien simplement, au nom de toute l'équipe qui a œuvré pendant tous ces mois pour cette très belle étude qui a été faite, une étude assez exceptionnelle quand même, sur un territoire aussi vaste que Haute-Corrèze Communauté. Rappelons quand même qu'en termes de surface, Haute-Corrèze Communauté est la 4e plus grande de France, c'est pas rien. Donc on voulait remercier tous ensemble bien les 3 chambres consulaires qui nous ont accompagnés dans cette étude très efficacement. Donc les présidents sont là, on les remercie très chaleureusement, ainsi que leurs équipes. On remercie également bien l'État, la région, les départements qui nous ont accompagnés, ainsi que les acteurs comme Pôle emploi, la mission locale et l'éducation nationale. Et enfin, un petit mot pour tous les chefs d'entreprise, plus de 100, que l'on a auditionnés en allant les voir et qui nous ont consacré beaucoup de temps pour avoir une étude la plus fidèle possible à la réalité. Merci, merci à tous pour cette table ronde, pour cet échange. Je vous invite à regagner vos places. M. Brugère, restez avec nous sur le plateau aux côtés du président Chevalier. Elle représente le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Je l'invite à venir nous rejoindre. Marie-Hélène Michon, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, élue de la Creuse sur la commune de Flaya, dont elle a été le maire. Bonsoir. Voilà. Vous pouvez prendre le micro, allez-y. Installez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous parlions, Madame Michon, justement, formation précédemment. Quels sont les constats et perspectives sur la formation professionnelle en Nouvelle-Aquitaine et particulièrement sur des territoires comme les nôtres, nos territoires ruraux? Est-ce que l'offre est transposable à la Corrèze, à la Haute-Corrèze? Alors, en effet, il y a des contradictions dans le contexte actuel, puisqu'il y a un nombre... Collez bien votre micro. Pardon. Puisqu'il y a un nombre croissant d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues et un taux de personnes sans emploi toujours aussi important, mais pas pour la Haute-Corrèze, puisque oui, nous sommes presque le président Brugère nous l'a dit, c'était un taux très bas. Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être identifiés à ces situations. Je parle dans les
généralité, le manque d'attractivité des métiers, une forte pénibilité de ces métiers avec des conditions salariales parfois précaires et un déficit de personnes, bien entendu, formées sur ces métiers qui sont dits en tension et la mobilité, comme les précédentes personnes en parlaient, qui peut être un frein. Alors, voilà. Alors, ce qui explique aussi les difficultés à remplir les formations professionnelles dans les métiers de l'industrie ou de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce ou de l'artisanat. Voilà, ça c'est le constat. Donc le conseil régional a compétence en matière de formation et d'orientation. Le conseil régional a un double défi. Il a véritablement un levier important aussi. Donc, quel est ce double défi? Alors, il doit renforcer l'attractivité des métiers et former des stagiaires. Et d'autre part, il doit faire connaître ses formations et les plus-values et les débouchés qui peuvent en découler. Et il doit mieux communiquer. On en parlait tout à l'heure, je l'ai entendu, communiquer sur les formations. Il y a certaines entreprises, petites entreprises, qui ne savent pas qu'il peut y avoir telle ou telle formation. Ouais. Voilà. Donc, ces formations qui existent ciblent les demandeurs d'emploi. La région déploie différents dispositifs de formation qui permet l'accès à la qualification et permet de répondre aux besoins des entreprises du territoire. Je donnerai quelques exemples. Sur le territoire de Haute-Corrèze, c'est le CFPPA à Mémac, donc on en a parlé tout à l'heure, qui propose des formations de spécialisation et de reconversion pour les adultes dans les métiers de l'agriculture et du bois. En plus, Haute-Corrèze est un lieu tout à fait qui est en recherche de ces professions dans le bois. Enfin, Haute-Corrèze et les alentours. Voilà. Il y a également le Greta du Limousin, à Ussel, qui propose une formation sur une formation d'assistante de vie dépendance, et l'AFPA des Gletons qui offre également des formations sur le transport et la logistique, le bâtiment et l'industrie automobile. Voilà. Donc ça c'est pour les demandeurs d'emploi. Après pour les entreprises, la région souhaite impliquer davantage les entreprises dans ce processus de formation. De quelle façon? Alors, c'est mettre les apprenants en immersion dans les entreprises. Voilà, afin qu'ils acquièrent la méthode de travail et qu'ils travaillent sur les outils. Voilà. Donc ça, c'est une opportunité de former de potentiels salariés directement sur les outils, et les entreprises et les organismes de formation sont encouragés à répondre à un appel à projet qui avait été lancé par la région en 2019. Voilà. Madame Michon, sur le volet agricole, oui, qui a été abordé également dans le document vidéo que nous avons vu, sur un secteur rural très agricole, avec des paysages préservés, des prairies, des vaches et pas qu'en tableau. Comment alors que beaucoup d'agriculteurs cessent aujourd'hui leur activité, sans reprise derrière, pas de revenus chez les agriculteurs, chez les éleveurs? Comment aujourd'hui on peut redynamiser ce secteur? Oui, en effet, l'ex-Limousin... de la part de la région. En effet, l'ex-Limousin est plutôt axé sur les productions animales, comme vous le dites. La démarche régionale consiste à valoriser et conforter la puissance de son agriculture, de sa pêche et de ses forêts. Pour cela, la région agit avec des fonds, en complémentarité des fonds européens. Donc des actions ont été mises en place pour renforcer l'attractivité de ces métiers. Quelques exemples: la région élabore en concertation un contrat régional de filière sur l'agriculture.
Ce sont des formations alternatives qui sont proposées en complément de celles qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Il y a certaines filières, certaines formations où ça ne fonctionne pas, donc il faut les remplacer par des nouvelles qui sont mieux adaptées. La région a également organisé les Olympiades des métiers à Bordeaux en octobre dernier. Là, c'est donc les lycéens, les collégiens lycéens qui sont venus avec leurs enseignants je ne sais pas si peut-être pas le mot qui convient, mais compétiter, je ne sais pas si c'est un mot très français, si vous comprenez. Ils sont en compétition les uns envers les autres par rapport sur leur métier. Donc c'est au niveau national. C'est apporter, montrer le savoir-faire des jeunes et de leur métier. Et il y a aussi le réseau des ambassadeurs métiers qui met en relation les professionnels et les jeunes pour aller chercher des informations sur leur orientation et faire un choix un peu plus défini. Merci Madame Michon pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et que vous représentez ce soir le président Alain Rousset qui ne pouvait pas être présent. Merci. Merci à vous. J'accueille à présent le président du département de la Corrèze, Pascal Coste. Prenez place, Monsieur le Président. Voilà, avec le micro, vous allez le faire. Pascal Coste, bonsoir. Bonsoir à tous. La dynamique d'un territoire, cela vous connaît, on ne va pas se mentir. Et pour être tout à fait transparente, lors de la préparation de cette soirée, Pascal Coste, nous avons échangé, je vous ai parlé marque territoriale, questionné sur les actions du département au service de l'attractivité du territoire corrézien. Je vous ai parlé également conciergerie, un système qui permet d'orienter les personnes dans les différentes étapes de leur projet, on rappelle. Je vous ai parlé aussi du salon Made in France, porte de Versailles à Paris, avec la présence d'artisans, de producteurs corréziens, c'était il y a quelques jours. De la Corrèze, présente jusqu'à encore demain, je crois, au sein de la maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, avec des actions de promotion du territoire à destination des Français désireux de changer de vie, et j'en passe. Il y aura aussi le marché de Noël de Nuremberg, où la Corrèze sera également représentée. Et vous, Monsieur le Président, vous m'avez répondu fibre. Le micro. Fibre, énergie et eau. Alors, est-ce à dire que l'aménagement du territoire, l'attractivité territoriale, vous raisonnez projet structurant? Mais je pense que chacun son rôle et son travail. Je pense qu'on a la chance en Corrèze, au-delà de nos différences, au-delà des secteurs géographiques, de faire une task force et de faire en sorte que on se respecte les uns les autres et que chacun est fait pour ce qu'il est fait. Les régions, on vient de le voir, sur la partie formation, sur des grands schémas d'aménagement du territoire, sur lesquels il faut être très très présent, notamment sur le SRADES, zéro artificialisation nette, Néoterra qui peut venir stériliser notre territoire, ainsi de suite. Il faut être présent, mais voilà, les intercommunalités avec toute la partie économique, la gestion prévisionnelle des emplois territoriaux, je voudrais saluer cette initiative-là, elle est très très importante. Et puis le département qui doit être, au-delà de la cohésion sociale qui fait partie de son gros volet, sur la cohésion territoriale, doit être le catalyseur d'énergie et apporter un certain nombre d'éléments structurants. La fibre, ça a été le cas, je pense que ça permet de faire un élément de différenciation et d'attractivité aussi pour les uns et pour les autres, parce que ça peut ramener des gens à travailler ici. L'eau, sans eau, on ne vit pas. Et l'énergie, c'est un sujet important à ce moment. On a un territoire qui produit beaucoup d'énergie renouvelable. Je pense qu'on peut faire encore mieux, qu'il faut être capable de mutualiser cette richesse autour de l'énergie pour faire en sorte que collectivement, on puisse répartir la valeur générée par cela, avoir un investissement qui profite à tous et surtout faire en sorte que l'énergie produite ici puisse faire un bouclier énergétique qui permette à un prix
tout à fait abordable sur 10, 15, 20 ans à des entreprises, aux salariés qui vont travailler dans notre territoire, sur le logement social, sur les habitants du territoire, de pouvoir se garantir d'un prix de l'énergie bas. Et je pense que c'est aussi un facteur d'attractivité. Et donc c'est au département d'être le catalyseur de tous les mouvements, hein, et de faire en sorte avec les consulaires comme on le fait, avec les syndicats professionnels, avec l'ensemble des collectivités territoriales, pour arriver justement, avec l'État aussi qui a un rôle plein et entier, d'arriver justement à faire le petit plus différenciant d'autres territoires, qui fait que si demain on est capable d'amener de la fibre, qu'on est capable de le loger, je crois que Christophe a dit des choses intéressantes de manière alternative, oui. Donc d'avoir un peu de foncier aussi pour pouvoir construire, de pouvoir faire un bouclier énergétique pour des entreprises qui demain pourraient avoir de l'énergie garantie à bas prix, eh bien c'est ça aussi toute la dynamique qu'on va créer. Et donc on n'est pas tout seul dans son couloir de nage. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et encore merci à Haute-Corrèze Communauté, parce que vous pouvez être fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes, parce que c'est un territoire qui est bien plus innovant qu'on veut le dire parfois. Et je trouve que de faire des soirées comme celle-ci, c'est aussi s'ouvrir un peu plus et montrer ce qu'on est capable de faire. Et montrer cette fierté que l'on a du territoire, parce que vous pouvez être fiers de ce territoire. Alors justement, vous m'amenez à la question suivante, Pascal Coste. On ne va pas voler la vedette ce soir à la marque Haute-Corrèze, dont on va largement parler, mais le département a sa propre marque, Origine Corrèze, et qui associe tout un territoire. Oui, mais c'est la marque de tous. Je pense que au-delà d'avoir une marque territoriale, c'était avec l'ensemble des chambres consulaires, lorsqu'on a imaginé, de pouvoir aussi apprendre les chefs d'entreprise à travailler entre eux. De pouvoir aussi imaginer qu'on peut être des consommateurs et que la carte bleue, eh bien, peut avoir du sens, et que nos achats sont nos emplois, et que faire un peu de patriotisme économique, c'est important. Et donc, que les gens aussi de Haute-Corrèze aient une marque fédératrice et un signe de reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Ça n'enlève rien à toutes les autres marques territoriales, et ça n'enlève rien à la dynamique. Je pense que ça la complète. Lorsqu'on a les moustaches à Brive, ça s'additionne à ce que va faire le reste. Ici, c'est peut-être un cœur, c'est peut-être autre chose. On attend avec impatience de pouvoir le découvrir. Mais en tout cas, je pense qu'on va être fiers de pouvoir arborer aussi son signe d'appartenance, parce que la Corrèze, c'est une somme de petits villages gaulois. Donc c'est important que tous les villages gaulois puissent s'identifier et puissent faire cette task force. Donc vous serez un de nos futurs ambassadeurs de la Haute-Corrèze. Pour en terminer, Pascal Coste, combien de familles ont été aidées par le biais de la conciergerie? Ce service, on le rappelle, qui est dédié aux nouveaux arrivants. Alors la conciergerie, l'idée c'était justement de pouvoir apporter le service aux entreprises et à des nouveaux arrivants, ou essayer d'aller chercher aussi des nouveaux arrivants en fonction du besoin aussi du territoire. Hein. Et c'est une file active de 350 à 400 contacts en permanence. C'est 160 installations qui ont été faites dans l'année, hein, c'est pas rien, accompagnées avec les uns les autres, chacun avec ses compétences. 160, c'est pas rien. Quand on a besoin d'un petit coup de pouce sur une mutation dans la famille, eh bien, on sait trouver l'État. Quand on a besoin d'avoir une collectivité qui met un petit coup de pouce sur ça et là, ils sont là. Quand les consulaires s'occupent aussi particulièrement dans le domaine, si c'est de l'artisanat, de l'agriculture ou du commerce ou de l'industrie, eh bien, tout le monde est au rendez-vous, chacun avec sa compétence. Et donc là aussi, le département fait simplement un rôle de coordination, de catalyseur de ces énergies et permet justement à la personne d'avoir des réponses sur ses modes de garde, sur un certain nombre de choses. On n'a pas souvent le temps, et ça c'est un facteur différenciant par rapport à beaucoup de territoires. Et donc ça aussi on le fait tous la main dans la main. Merci Pascal Coste, président Merci de à vous, l'Assemblée départementale. et soyez fiers d'être à Haute-Corrèze des entreprises et de travailler dans ce beau territoire. J'appelle à présent Madame Valérie Simonet, présidente du département de la Creuse, l'homologue de Pascal Coste. Prenez un micro.
bonsoir Madame Simonet. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous aussi, vous avez lancé votre propre marque. Je vous laisse sous le nom de Esprit Creuse. Quel est votre projet de territoire, vos objectifs avec la création de cette marque? Peut-être me tourner vers le président et tous les élus de Haute-Corrèze Communauté et dire qu'en Creuse, nous n'avons jamais eu de président de la République, mais peut-être qu'un jour, grâce à ces initiatives et à la mise en valeur de nos territoires, nous pourrions en avoir une en Creuse. En tout cas, je crois que nous partageons tous les mêmes valeurs et sommes persuadés, je crois, que l'avenir aujourd'hui se dessine dans les territoires ruraux. On l'a vu évidemment constater au détour de la crise sanitaire, mais je crois qu'on le ressentait déjà un peu auparavant. Donc pour un département comme la Creuse, c'est quand même se faire connaître, se faire reconnaître, gommer un peu cette image très négative et péjorative qui nous qualifiait régulièrement. Et puis derrière l'idée du marketing territorial, l'idée de s'associer sur un emblème en fait, comme une équipe de sportifs, c'est trouver des valeurs, les faire partager à d'autres, faire identité, faire communauté, faire collectif. Créer un sentiment d'appartenance. Tout à fait, c'est cela. La démarche? La démarche, je pense qu'elle est assez simple et compliquée à la fois. Je crois qu'il faut se faire accompagner par des professionnels. Le marketing, ce n'est pas seulement de la communication, c'est beaucoup plus que cela. Et puis savoir aussi rassembler les énergies, alors les élus bien sûr, qui sont souvent les pierres angulaires, mais surtout veiller à ce que les habitants, les acteurs du monde associatif et surtout économique soient dans la démarche pour partager aussi quelque chose qu'ils auront à porter ensuite. Comment un territoire peut-il être attractif finalement? Partant d'un cas concret, sur votre territoire, vous avez, je crois, une problématique sur le recrutement des vétérinaires. Vous avez mis en place quoi et quels en sont les résultats? Alors, la problématique, elle n'est pas encore aujourd'hui fortement sur le territoire, mais nous anticipons, et c'est justement au détour de ces rencontres, de ces sollicitations qui sont, on le sait, assez aisées, comme le disait Pascal Coste, dans des départements ruraux, que nous pouvons en effet échanger, discuter, regarder ce qui se fait ailleurs. Et sur la question des vétérinaires, de la démographie à venir des vétérinaires, bien évidemment que dans des territoires où le nombre de bovins en particulier est très important, nous nous penchons sur cette dimension qui demain pourrait être problématique. Donc se pencher, c'est regarder où sont les vétérinaires, les étudiants vétérinaires aujourd'hui, aller vers eux avec le syndicat des vétérinaires, avec l'ordre des vétérinaires à échelle nationale. Et puis nous avons donc été il y a quelques semaines à Paris sous format webinaire à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, échanger donc en live, en direct avec les étudiants dans les écoles vétérinaires, alors les écoles vétérinaires françaises, mais aussi avoir ciblé les étudiants français qui sont dans des études dans d'autres pays en Europe en particulier. Pour en terminer, c'est quoi vivre en Creuse? Vivre en Creuse, c'est extraordinaire, mieux qu'ailleurs. Alors, surtout sur le territoire de la Courtine, évidemment, donc en Haute-Corrèze, vous l'avez compris. Vivre en Creuse, je crois que c'est mettre en exergue nos paysages, ce qui procure, je pense, chez les habitants, mais surtout ceux qui viennent y passer des vacances et ont envie d'y vivre, un sentiment de grande liberté. Une liberté accessible en plus. Vous pouvez aller faire du vélo, vous n'êtes pas obligé de sortir votre carnet de chèques chaque fois que vous voulez profiter de la culture, de la nature, d'activités sportives. Et puis vivre en Creuse, c'est aussi, je pense, et les chefs d'entreprise nous le disent souvent, avoir une relation tout à fait particulière avec le monde du travail et être attaché aussi à son entreprise, ce qui fait que quand on est collaborateur, salarié d'une entreprise, il y a quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans des grands groupes, dans des zones beaucoup plus urbaines. Donc je crois que ceci est noté et c'est ce qui aussi probablement permet à nos chefs d'entreprise ou nos artisans ou nos agriculteurs employeurs d'avoir une relation eux aussi particulière avec leurs salariés. En fait, c'est un tout, c'est un mélange, c'est une reconnaissance de l'autre qui fait qu'on décide ensemble de mieux vivre sur nos territoires. Voilà qui va parler à Jean-Pierre Mann, qui était notre invité tout à l'heure, de l'entreprise de ma famille. Alors, merci Madame la Présidente du département de
rejoindre l'Assemblée. Faites attention aux descendants. J'accueille à présent Étienne Desplanques, le préfet de la Corrèze. Bonsoir Monsieur le Préfet, prenez place également. Avec le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Préfet, bonsoir Étienne Desplanques. Vous êtes sur le territoire depuis le mois d'août dernier. Vous êtes breton d'origine et cette question, en arrivant sur ce territoire corrézien, haut-corrézien, corrézien on va dire plutôt, quelles ont été vos premières impressions, Monsieur le Préfet, comme en tant que nouveau venu, nouvel habitant, mettons les galons de côté, si vous le voulez bien, nous parlons d'attractivité depuis le début de cette soirée. Quelles ont été vos impressions en tant que nouveau venu? Les premières impressions, d'abord, c'est la diversité du territoire. Entre Brive, la moyenne Corrèze, la Xaintrie, la haute Corrèze, c'est un territoire qui est très divers, avec mais que des personnes passionnées pour défendre la Corrèze. Et pour un préfet, c'est l'occasion dans sa journée de voir tant de problématiques différentes. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai déjeuné avec le maire de Tulle pour évoquer des problèmes hospitaliers. Je suis allé à Brive sur des problèmes de politique de la ville, donc des problématiques très éloignées de celle-ci. Et puis ce soir, je suis avec vous sur les questions d'attractivité d'un territoire très rural. Donc c'est vraiment cette diversité qui est passionnante. Après, la Haute-Corrèze, en soi, est une découverte. On a une image, quand on vient de l'extérieur, qu'on ne connaît pas, la Haute-Corrèze, on a quand même quelques images en tête qui est liée à la figure aussi tutélaire, quasiment, de Jacques Chirac. Certains politiques, en effet. De certains politiques qui ont... Et d'autres politiques, mais... et qui ont... Ce territoire est un territoire qui a déjà une forme d'identité, qui est connu des Français. La Haute-Corrèze dit quelque chose aux Français. Et pas qu'au travers de la chanson des Trois Cafés Gourmands non plus. Hein. Non, pas uniquement. Mais quand on arrive en Corrèze, on est surpris. Surpris que la réalité est aussi un peu différente de cette image. On est... ce qui m'a le plus frappé, c'est le tissu industriel de la Haute-Corrèze. On ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir autant de grandes entreprises. On a l'image d'un territoire qui est très agricole, ce qu'il est, avec fierté et avec des réussites. Mais ce n'est pas que ça. Cette semaine, j'étais à Bord-les-Orgues pour visiter une entreprise de tannerie, la tannerie. 500 personnes sur le territoire, un savoir-faire exceptionnel. Et ça, c'est pas forcément très connu de l'extérieur, j'ai envie de dire. C'est vraiment la première chose qui frappe. Hein. Et puis après, ce qui est étonnant aussi, c'est ce territoire qui est grand et qui a autant de pôles différents. Ussel, évidemment, est central, mais Ussel n'écrase pas les autres pôles que sont Neuvic, Bord-les-Orgues, Meymac et d'autres. C'est ce maillage étonnant du rural avec du urbain, mais à taille très humaine et très divers, qui fait vraiment l'originalité de la Haute-Corrèze. Une Corrèze tricéphale, on pourrait dire presque. Reprenons à présent les galons de préfet. Le contexte actuel est ô combien compliqué pour bon nombre de citoyens, de familles, d'entrepreneurs. Une guerre russo-ukrainienne qui n'en finit pas, les prix de l'énergie explosent, l'inflation galope. Malgré ce contexte actuel compliqué, aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, doit permettre à nos chefs d'entreprise de garder leur optimisme? Ils peuvent être optimistes parce qu'ici, il y a des bases solides. Vous avez un tissu industriel qui reste dynamique avec des savoir-faire, de l'excellence. Vous avez un tissu agricole qui a su évoluer ces dernières années, qui continuera à évoluer. Et puis, il y a des atouts ici. Vous avez de l'espace, vous avez
un foncier qui n'est pas très cher. Vous correspondez d'une certaine manière assez bien à une demande aujourd'hui des Français de retrouver une forme d'authenticité et de contact avec une vie qui n'est pas la vie à 100 à l'heure, parfois triste, du monde urbain, une vie où on peut retrouver le bonheur familial. Et tous ces atouts-là, vous les avez. Alors, vous attirez d'ailleurs, et ça se voit, on a vu ces dernières années une augmentation du nombre d'installations en Haute-Corrèze. Et particulièrement depuis le Covid ou ça, alors, on l'a retrouvé depuis le Covid. De là à voir, est-ce que c'est une tendance qui va se développer? On verra. Moi, je crois que oui. Je crois que ce qui change la donne, c'est la possibilité de pouvoir travailler en Haute-Corrèze, notamment grâce à la fibre qu'a mentionné Pascal Coste, grâce aussi au déploiement des réseaux téléphoniques, le fait que se développe le télétravail. Tout ça fait que vous avez de nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire en se disant bah, jamais j'aurais pu venir, et puis maintenant en fin de compte je peux avoir une activité, souvent une activité individuelle, d'artisan par exemple, je peux la faire dans un cadre qui est bien plus sympathique que certaines banlieues assez mornes et tristes de nos grandes villes en France. Et ça, c'est un atout voilà, phénoménal qu'il va falloir développer. Probablement avec la nécessité d'aller un peu plus loin en matière de marque Haute-Corrèze pour que l'image, d'une certaine manière, de la Haute-Corrèze change un petit peu dans l'imaginaire des Français. Voilà, justement, cette soirée est consacrée. Merci, Monsieur le Préfet. Merci. Étienne Desplans, pour avoir partagé ses sentiments sur notre Haute-Corrèze. La salle. Voilà. Rappelons aussi que la note d'optimisme des dirigeants interrogés dans la GPEC territoriale sur la période de février à juin 2022 quant à l'évolution de leur entreprise dans les années à venir est de près de 4 sur 5. Voilà, nous achevons cette première partie sur cette note d'optimisme avec également à présent un intermède musical en live avec la compagnie corrézienne du Souffle aux cordes, et cela avant de parler aussi de l'élu de la soirée, la marque Haute-Corrèze.
l'intermède devait être un peu plus court que prévu. Voilà, donc on va refaire un morceau, c'est un petit chouïa truc technique. Donc on va un petit peu prolonger le... Ça va? Je vais commencer toute seule, c'est une habitude, là j'aime bien. C'est beau la clarinette, moi je trouve, alors je vais faire toute seule. Là c'est beau, c'est un truc qu'on n'entend pas partout. Quoi. La guitare c'est partout tout le temps, c'est chiant. Un morceau traditionnel New Orleans qui s'appelle St. James Infirmary. C'est pour parler des problèmes hospitaliers aussi.
redonne du souffle aux cordes, l'a bien nommé. Nous poursuivons à présent cette soirée consacrée au lancement de la marque Haute-Corrèze. J'invite de nouveau à me rejoindre Monsieur Philippe Brugère, vice-président de Haute-Corrèze Communauté, chargé de l'économie touristique, je le rappelle, de l'accueil et de l'attractivité. J'invite également Madame Lucille Benesto, qui est la directrice générale adjointe du développement économique et du marketing territorial. Prenez place. Bonsoir Madame Benesto. Bonsoir Monsieur Brugère. Philippe Brugère, la marque territoriale, nous en parlé en préambule, mais une question s'impose, à mon sens, et sans doute que beaucoup se posent. Car à titre personnel... La Creuse a parlé de la marque Esprit Creuse, qui est développée. Il y a aussi la marque Parc, qui est commune à tous les parcs naturels régionaux de France. Il y en a 54. Et donc là aussi, elles cohabitent. Et comme l'a dit le président de la Corrèze, ces marques en fait sont très complémentaires. On peut dire qu'elles se conjuguent, elles se complètent, elles se renforcent même. Et puis je dirais qu'elles s'adressent souvent et elles répondent à des besoins ou des attentes très différentes selon ceux qui en font appel. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence entre ces marques. Et puis je dirais que sur notre territoire, il est vaste, de Soursac à Magny-à-l'Étrange. Depuis 2017, on travaille à Haute-Corrèze Communauté à essayer de construire une identité de territoire, à faire qu'on puisse se reconnaître ensemble, vivre ensemble. Et donc là, quelque part, eh bien, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ce travail, même si c'est un travail qui a débuté en 2021. C'est vrai que depuis 2017, on l'avait déjà en tête pour construire cette identité de territoire. On va en parler avec Madame Benesto. Quel est le positionnement, Philippe Brugère, de cette marque hyper nature, avec des valeurs? Oui, quelles valeurs? on s'appuie, on a fait un travail de concertation avec les habitants, les élus, les techniciens aussi, pour essayer d'identifier ce qui caractérisait, d'un point de vue des valeurs, notre territoire. Et on en a identifié 4, qui sont l'authenticité, nous sommes des gens authentiques, un territoire authentique, la générosité, il y a l'accueil, cette tradition d'accueil en Haute-Corrèze, la vitalité aussi, c'est un territoire qui est très résilient, où rien n'est donné, on va le chercher. Voilà. La Creuse aussi, c'est le cas, mais ça nous caractérise aussi. Et puis, on a un territoire et des gens de caractère. Voilà, on a les caractères bien trempés en Haute-Corrèze. Il n'y a pas que les basques. Il y a une politique de marketing territorial derrière tout cela. On l'imagine bien sûr. Vous avez des cibles? Oui, on a une politique de marketing, bien sûr, avec des objectifs. Tout d'abord, c'est être bien visible, bien identifié, être reconnu. L'idée, c'est d'avoir un totem, quelque chose qui nous rassemble. Et quand on va au CAB à Brive, on entend ici, c'est la Corrèze. Eh bien, on a envie de dire que ici, c'est chez nous, c'est la Haute-Corrèze. Voilà. Et donc, c'est le but toujours ultime d'attirer les actifs dont on a besoin. On l'a dit, on l'a répété tout au long de la soirée. On a besoin de plus de 3000 actifs là, à l'horizon des 10 ans. Et donc, c'est déployer, porter cette marque Haute-Corrèze, mais à travers des objets, à travers des vêtements, tous les supports qu'on peut imaginer, des goodies. Voilà, c'est aussi développer, bien sûr, cette culture de l'accueil que l'on a besoin. Et pour en terminer, Philippe Brugère, pour pénétrer, exister, les moyens doivent suivre financièrement. C'est conséquent pour un territoire infrarégional. Oui, alors il y a la question des moyens, mais si vous me permettez, juste avant, voulez-vous dire aussi que les cibles, elles sont multiples. C'est les habitants, nous tous, les acteurs économiques, mais le simple habitant, l'élu, bien sûr aussi. Et c'est également les touristes, parce qu'on a besoin de ces touristes, parce que les habitants de demain, c'est souvent les touristes d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que quelqu'un, avant de s'installer sur le territoire, il va d'abord faire une démarche d'y venir en vacances pour le découvrir, pour voir si ça lui convient, prendre la température. Et donc toute cette politique touristique que l'on développe fortement en Haute-Corrèze, eh bien voilà, on va pouvoir s'emparer de cette image à travers cette politique touristique. Et donc pour répondre à votre question, oui, c'est un investissement bien sûr que l'on fait, que fait la collectivité, parce qu'il faut impulser cette politique et puis bien sûr cette image. Mais ensuite, bien, ça va s'autofinancer très vite et j'ai envie de dire, ça va au contraire créer de la richesse. Il faut que chaque habitant soit un ambassadeur de son territoire et à partir de ce moment-là, on va renforcer l'attractivité et créer de la richesse très rapidement. Lucille Benesto, comment en vient-on à imaginer la marque à proprement dite? Alors le point de départ, ça a été dit plusieurs fois ce soir, c'est le constat du SCOT qui dès 2018 donnait comme avertissement qu'il fallait d'ici 2030 récupérer et chercher surtout 3000 actifs, voilà, pour remplacer tous les salariés qui allaient partir à la retraite dans les années à venir. Ensuite, on sait que le taux de chômage est d'à peine un peu plus 5% sur le territoire. 2007, oui. Exactement, c'est ça. Et du coup, on est quasi en plein emploi en Haute-Corrèze. Les gens qui sont au chômage ne sont pas forcément employables, en tous les cas sur les postes qui sont recherchés par les entreprises. On a des jeunes qu'il faut qu'on forme, on le sait, mais c'est pas tout de suite. Donc du coup, la solution, eh ben, c'est d'être attractif et d'aller chercher des nouvelles populations à l'extérieur. Pour ça, la marque de territoire s'est imposée au choix des élus. Et quelle a été la chronologie de ce travail? Finalement, vous êtes devenu aussi votre propre agence de communication? Un petit peu, mais pas que. On a quand même fait appel à des professionnels, c'est nécessaire. Au démarrage, le départ, Philippe l'a dit tout à l'heure, dès 2017, les élus se sont emparés de ce sujet-là et de cet enjeu d'attractivité. Le travail a commencé plutôt en 2021, effectivement, mais d'abord, les élus avaient arrêté les objectifs qui étaient de promouvoir les atouts du territoire, en priorité d'affirmer la fierté d'être haut-corrézien. Parce qu'on dit souvent, quand on habite Ussel, tu es d'où? Je suis entre Brive et Clermont, mais on dit jamais rarement que j'habite Ussel. Et donc du coup, on veut, voilà, l'idée c'était... Tout à fait d'accord. C'est ce qu'on dit. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rendre fiers les habitants de la Haute-Corrèze et que tout le monde puisse dire, oui, j'habite Ussel et j'en suis fier, ou j'habite en Haute-Corrèze et j'en suis fier. Donc l'idée de l'identité visuelle, elle est vraiment partie de ce constat-là et de cet objectif-là. Ensuite, on l'a déjà dit, c'est vraiment diffuser une image positive de ce territoire et puis répondre au premier défi du projet de territoire qu'a présenté le président en préambule, qui est de rétablir une image attractive de la Haute-Corrèze. Donc voilà, les objectifs étaient posés, maintenant il fallait travailler. Donc au sein de la direction économie marketing territorial, voilà, dès fin 2020-2021, chargé d'attractivité Stéphane Millet donc du coup a été recruté et en charge de développer cette marque. On a travaillé de façon concertée avec les élus, les habitants, les agents. Et en premier lieu, on a fait appel à des graphistes qui nous ont fait des propositions, mais on n'avait pas suffisamment travaillé. Donc ça n'a pas répondu aux attentes à ce moment-là. Donc on a utilisé une méthodologie qui s'appelle la plateforme de marque, voilà, pour travailler sous forme de groupe de travail. On a concerné les habitants. Les élus de la commission économie ont essayé beaucoup travailler pour définir 2 pistes, des valeurs auparavant et puis ensuite 2 pistes. Je ne vous les dirai pas, sinon je vais dévoiler ce qui va se passer tout à l'heure. Et en mars 2022, il fallait concrétiser un peu tout ça. Donc on a fait appel à une agence spécialisée dans le marketing territorial, Sandrine Hérol de l'agence C, qui est d'ailleurs parmi nous ce soir. Et je tiens à remercier pour le travail qu'elle a fait. En plus, elle a vraiment fait du bon travail. Elle a compris rapidement nos attentes, les attentes des élus. Donc c'était plutôt très satisfaisant. On a fait quelques réadaptations suite à des remarques qui avaient été faites en conseil communautaire. On a retravaillé durant l'été et fin septembre, la marque, l'identité visuelle a été validée et adoptée par tous, par les maires, par les élus. Maintenant, voilà, cette marque, elle n'a pas vocation à être propriété de la collectivité. C'est pas une marque institutionnelle, c'est vraiment une marque de territoire
tous les Haut-Corréziens devront l'utiliser et devront se l'approprier. Donc c'est vraiment, avant tout, vous tous ici présents ce soir, qui devez être fiers de cette marque, fiers de la Haute-Corrèze, tous, hein, les habitants, les acteurs locaux, les acteurs économiques, les entreprises, les élus, et j'en oublie certainement, même ceux qui n'habitent pas sur le territoire, parce que j'en fais le cas, en fait, je parle de la Haute-Corrèze, mais je n'habite pas sur le territoire, et je suis très fière de la Haute-Corrèze, je suis très fière de travailler sur la Haute-Corrèze, donc voilà, tous ceux qui se sentent Haut-Corréziens de cœur, vraiment doivent porter haut et fier ce visuel. Localement, on va essayer de le diffuser, hein, de la diffusion, tout à l'heure Philippe en parlait, on va le diffuser d'abord localement, auprès des habitants, ensuite auprès des touristes. On parlait des cibles, donc. Voilà, des cibles, on l'a dit. Et puis, petit à petit, on agrandira le cercle, on déploiera notre amour un peu plus loin que la Haute-Corrèze pour attirer plus largement des familles, des salariés, des futurs actifs, pour qu'ils viennent répondre aux besoins de nos entreprises, puisque Monsieur le Préfet l'a dit, on a un territoire industriel plutôt conséquent, riche. Il faut qu'on le fasse connaître, il faut qu'on aide les entreprises à se développer, à continuer à se développer. Donc la marque est un outil qui nous permettra d'aller peut-être sur des salons professionnels, chercher des actifs qui répondront aux besoins bien précis qu'on a vu dans la GPECT, la cible qui a été, les cibles qui ont été définies, maintenant on le sait, les besoins précis. Est-ce qui est le cas pour Wegine Corrèze, Splickbuzz? Exactement, voilà. Avec toutes ces marques, on devrait pouvoir faire venir des gens pour travailler et pour vivre ici, parce qu'on y vit bien. Voilà. Ainsi naît la marque Haute-Corrèze. Merci à tous les deux. Lucie Benesto, je rappelle que vous êtes directrice générale économique et de la continuité territoriale, Philippe Richer, vice-président de Haute-Corrèze Communauté. Merci à tous les deux. Et maintenant, si on vous disait, il était une fois. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Mère Nature, Dame Nature, a toujours été très généreuse avec les hommes. Mais il y a une chose que vous ne savez sûrement pas, c'est que Dame Nature est tombée amoureuse de la Haute-Corrèze. Elle est tombée amoureuse de ses habitants, de son paysage. Elle les a choyés. En effet, la Haute-Corrèze est un pays verdoyant. On y trouvait déjà toutes sortes d'arbres. Des trembles, des bouleaux, des noisetiers, des châtaigniers, des frênes, des chênes, sans oublier les innombrables sources de la Haute-Corrèze. Mais ce que Dame Nature a offert à la Haute-Corrèze est assez incroyable. Elle a offert un chêne. Ah oui, je vous entends, vous allez me dire, ah mais ça va, des chênes, il y en a des tonnes. C'est vrai. Mais celui-là, on l'avait surnommé l'arbre particulier. Alors les Hauts-Corréziens étaient bien conscients de la chance qu'ils avaient, parce que l'arbre particulier veillait et protégeait les Hauts-Corréziens. Il existait à l'époque toutes sortes de rituels. Ça tenait autant de la magie que de la sorcellerie. Et voilà ce qu'on raconte. Certains soirs de pleine lune, les hommes de plus de 35 ans dansaient autour de l'arbre particulier, tandis que les femmes, elles, chantaient et apportaient les offrandes. Et tout ça pour les remercier, évidemment, remercier l'arbre particulier de sa bienveillance. La Haute-Corrèze était un pays dans lequel il faisait bon vivre. Les habitants avaient une santé à toute épreuve. Il faut dire qu'on y mangeait bien. Hein. D'ailleurs, la renommée de la gastronomie de la Haute-Corrèze avait franchi bien des frontières. Pâté de pommes de terre, chevreau à l'oseille, poté, vous avez faim, hein, j'espère, poté limousine, sauté de veau au cèpe, tête de veau vinaigrette, tourtou au riz de veau et girole,
brochée à la corrézienne, anguille à la mode du sel, noisettes d'agneau du baronnet au cèpe, civet de porc aux myrtilles des monédières, velouté de châtaigne, pompe aux pommes, flognard, et j'en passe. Une femme s'y connaissait tout particulièrement. C'était Jeanne. Jeanne était incroyable, mais dans tous les domaines. Un enfant malade, on allait voir Jeanne. Trouver une source, on allait voir Jeanne. C'était une spécialiste des plantes aromatiques et des plantes qui guérissent. Un jour, Jeanne a eu une vision. Quelque chose ou quelqu'un allait détruire l'arbre particulier. Que fallait-il faire? Alors elle est partie en direction de la rivière pour réfléchir et au bout d'un moment, la loutre est apparue et elle lui a murmuré quelque chose dans l'oreille. Pendant ce temps-là, il se disait qu'un jeune seigneur de Namur en Belgique et son fidèle druide seraient bientôt de passage sur les terres de Haute-Corrèze. Alors comme je vous le disais précédemment, les Hauts-Corréziens étaient des gens fort conviviaux et ils ont décidé de préparer un repas digne de ce nom. Une fois sur les lieux, notre jeune seigneur belge fit honneur à tous ces plats régionaux que les habitants avaient mis tant d'amour à préparer. Mais au bout d'un moment, pour ce seigneur, ce fut trop. Comment un si petit territoire, si rude, pouvait-il avoir tant de richesses? Alors notre seigneur de Namur s'est mis à penser à ses frites. Des frites. Toujours des frites. Et il s'est mis dans une colère noire. Il ordonna à son druide de proférer une malédiction qui tuerait cet arbre particulier et ainsi tous ses frères. À l'instant même, un souffle glacial a parcouru la Haute-Corrèze. Et du jour au lendemain, le pays a connu des hivers toujours de plus en plus rudes, des récoltes moins abondantes, des habitants fatigués. Les chênes pleuraient des larmes de sang. Tous atteints de la maladie de l'encre, ils mourraient les uns après les autres. Et les hommes avaient perdu ce qu'ils avaient de plus cher, leur fierté d'être Hauts-Corréziens. On ne voyait plus Jeanne. Elle avait disparu. La légende dit que la loutre lui avait demandé de s'en aller chercher 999 plantes différentes en Haute-Corrèze et de les lui ramener. Jeanne a parcouru les terres de long en large, de large en long. Mais elle était devenue trop âgée. Alors sa fille a continué la quête, puis ce fut le tour de sa petite fille, et ainsi de génération en génération. Et des siècles plus tard, les 999 plantes différentes étaient enfin réunies. C'est Mathilde, la dernière descendante de Jeanne, qui est retournée à la rivière. À peine arrivée, la loutre est arrivée, elle aussi. Et elle lui a dit, plante, creuse au pied de cet arbre qui est mort là, et enterre les 999 plantes. Mathilde l'a fait. Elle a enterré les plantes. La malédiction est levée, et l'arbre particulier était de retour. Elle est partie, elle a couru prévenir tous les habitants. Et les danses, les chants, les offrandes ont repris autour de l'arbre particulier. Et les habitants ont repris leur joie de vivre et leur fierté. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur la Haute-Corrèze. Cette fois-ci, c'est pas près de s'arrêter. Et je dirais même que ce n'est que le commencement. Alors attention, attention. Si vous croisez un chêne, regardez-le bien. C'est peut-être l'arbre particulier.
la marque Haute-Corrèze. Et pour ma part, eh bien voilà, on me l'a demandé, j'ai accepté. Donc je me jette à l'eau. Je suis Haute-Corrèze, la main sur le cœur, parce qu'elle m'a fait grandir cette Haute-Corrèze, parce que ce petit bout de terre, qui n'est pas si petit que cela, et parce que cette Corrèze charnelle, vous retrouverez les mots dans la chanson, certains l'ont bien écrit, eh bien cette Corrèze charnelle, oui, me fait encore vibrer. J'y reviens de temps à autre, dès que je le peux, alors oui, je suis Haute-Corrèze et fière de l'être. Voilà. Aussi, maintenant, levez-vous, chers ambassadeurs, ambassadrices, ambassadeurs locaux, ambassadrices locales, celles et ceux qui le souhaitent le devenir, à nous rejoindre sur scène. Voilà, merci à vous. Eh bien, super. Merci à toutes et à tous, donc ambassadeurs locaux, ambassadrices locales. Vous êtes Haute-Corrèze. Je vais vous demander à chacun, à chacune à présent, eh bien, de vous présenter et de dire en quelques mots pourquoi vous avez accepté d'être ambassadrice, ambassadeur de cette belle Haute-Corrèze. Il était mieux. Il était le prix de votre vie. Bon, on va prendre un autre. Allez-y. Alors, votre prénom, votre nom. Donc, je suis Sophie Bonelli, directrice de... Venez à côté de moi, venez à côté de moi. Venez dans la lumière, comme on dit. Venez. C'est compliqué. Pas tant que ça. Allez-y. Je suis Sophie Bonelli, directrice de l'Office de tourisme de Haute-Corrèze. Et je suis Haute-Corrèze pour de multiples raisons. Je suis Haute-Corrèze du plateau de Pilbach aux gorges de la Haute-Dordogne. Je suis un parc naturel régional et une réserve biosphère UNESCO. Je suis un patrimoine bâti, je suis un riche patrimoine bâti, rural et industriel que l'on découvre à pied, à vélo, sur terre, sur l'eau. Je suis également la Haute-Corrèze animée par des événements festifs, sportifs et culturels. En somme, je suis tourisme Haute-Corrèze. Merci beaucoup. La ambassadrice qui va décliner à son tour son identité et le pourquoi vous êtes Haute-Corrèze. Alors, je suis Aurélie Gibouret-Lambert, élue à Haute-Corrèze Communauté, vice-présidente en charge de la petite enfance, jeunesse et parentalité. Et je suis Haute-Corrèze parce que mes racines sont issues de cette terre. Je suis impliquée au quotidien et j'ai une réelle vision positive de l'avenir de notre territoire. Merci. Bonsoir, donc Mélanie Flamand, je suis Haute-Corrèze depuis toujours. Je suis profondément convaincue de la richesse, du potentiel humain et économique de la Haute-Corrèze. Vous êtes commerçante à Mémac? Alors je suis commerçante à Mémac, je suis élue à Mémac et je suis aujourd'hui présidente du club d'entreprise Haute-Corrèze Éco. Donc la Haute-Corrèze, c'est moi depuis toujours. Donc je suis Haute-Corrèze parce qu'elle le vaut bien. Ouais, Cécile Chaveyron. Bonsoir, je suis Cécile Chaveyron, je travaille pour la CCI de la Corrèze. Je suis Haute-Corrèze parce que ce sont mes racines d'une part, parce que j'ai vécu quelques années à Paris, une dizaine d'années à Paris, et que cette Haute-Corrèze me manquait terriblement. Les champignons évidemment, le lac de Neuvic et même la neige à Ussel. Bientôt. J'y ai retrouvé une place assez facilement. Je travaille aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie où je m'occupe notamment d'un magazine et ce magazine il valorise les entreprises de Corrèze mais aussi les entreprises de Haute-Corrèze et ça a beaucoup de sens pour moi. Merci Cécile et on travaille avec vous tout le temps. Je suis contente de vous
donc Guillaume Richet, directeur général adjoint de Haute-Corrèze Communauté. Donc je suis Haute-Corrèze parce qu'on y vit bien, parce qu'on y grandit bien, on y travaille bien, on l'évoquait tout à l'heure. On y vieillit bien aussi, et ça c'est important aussi pour les familles, pour l'accueil. Alors moi je suis Haute-Corrèze depuis bientôt 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et je confirme, on y est bien accueilli, on y est bien établi une fois qu'on y a été bien accueilli. Et que finalement, quelque part, je dirais qu'on a un cadre de vie qui est préservé. Alors, dans mes fonctions au quotidien, je travaille à la préservation de ce cadre de vie au travers de ce qu'on a pu évoquer. Mais c'est une force, c'est un atout. Parfois, c'est vu comme une faiblesse. On l'évoquait sur des difficultés, mais en fait, c'est un atout et c'est ce qui fera la force dans les années qui viennent de la Haute-Corrèze. Donc oui, je suis Haute-Corrèze et je pense que vous l'êtes tous un petit peu aussi. Merci, Frédéric Voringer, je suis Haute-Corrèze d'abord parce que je l'ai trouvé dans la corbeille de ma mariée, c'est ce qu'on appelait autrefois venir gendre, et ensuite parce que nous avons décidé d'y créer ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire cet espace partagé à mi-chemin entre le domicile et le bureau. Sur Mémac ? Sur Mémac, pour y accueillir les télétravailleurs de toute la Haute-Corrèze. Et ceci pour faire en sorte que les familles et les entrepreneurs qui ont été attirés par ce magnifique territoire y créent des liens, passent le premier hiver et y restent pour de bon. Bonsoir à toutes et tous, je suis Stéphane Luc, propriétaire et patron de Lucéloise, entreprise de salaison installée à Ussel depuis 1930. Alors moi je suis pas haut-corrézien depuis 1930, mais depuis 1968, j'ai 54 ans. Et au terme d'un parcours étudiant relativement honorable, j'ai fait le choix de reprendre l'entreprise familiale. Et si je n'avais pas fait ce choix-là, alors Lucéloise aurait certainement disparu. Donc je suis haut-corrézien, bien sûr, de par mon parcours professionnel et étudiant. Très fier d'être haut-corrézien, de participer à cette aventure. Et je suis convaincu qu'on a effectivement plein d'atouts à défendre tous ensemble. Bonsoir, Laurent Cornet, je suis le proviseur du lycée Bord-Artance de Bord-les-Orgues et je suis Haute-Corrèze. Je suis heureux de travailler dans un établissement bien ancré dans son territoire, qui est porteur de formations qualifiantes et insérantes pour nos jeunes dans les domaines du commerce, de la vente, de la construction bois et depuis l'année dernière du web marketing et de la communication web. Nous avons une mixité de public avec des apprentis. La LCL Web Communication et Communication Web est également ouverte aux adultes via le Greta du Limousin. Et je voudrais dire que nous avons également, l'an passé, le 31 mai dernier, inauguré le premier comité local école-entreprise Artens-Haute Dordogne, avec plusieurs établissements, des collectivités territoriales que sont la commune de Bord-les-Orgues et Haute-Corrèze Communauté, ainsi que des chefs d'entreprise, puisque Mélanie Flamand est co-animatrice avec moi-même pour le monde économique. Merci, monsieur de Bord-les-Orgues, ambassadeur que vous êtes désormais. Je vous invite à aller prélever sur cet arbre que vous voyez tous. Voilà une enveloppe. Et à l'intérieur, il y a des cartes à graines. Il y a 10 cartes à graines, en fait. Alors voilà, ce sont des cartes à graines comme cela. Et être ambassadeur, ambassadrice, c'est recevoir, puis donner. Alors en rejoignant la salle, eh bien, je vous invite à donner ces cartes à la personne de votre choix. Et à votre tour dans l'assemblée, eh bien, une par personne absolument. Et à votre tour ensuite, eh bien, d'essaimer, comme l'on dit. Merci à toutes et à tous. Chers ambassadeurs, ambassadrices. Et chacun d'entre vous dans l'assemblée recevra, avant de partir, un petit sac de toile avec à l'intérieur eh bien, le kit du parfait ambassadeur, de la parfaite ambassadrice. Voilà.
Au terme de cette soirée fortement animée, Monsieur le Préfet, Madame la Sous-Préfète, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les partenaires, grâce à vous tous, vous venez de lancer le satellite de Haute-Corrèze Communauté, vous venez de le lancer donc pour diffuser l'image et l'attractivité de Haute-Corrèze Communauté sur toute la planète. Grâce à vous, ce satellite est sur orbite. Merci à vous tous. C'est le partenariat actif qui nous a permis de réussir ce lancement du satellite et de le mettre sur orbite. Merci à la ville d'Ussel qui nous a prêté à Christophe Parfeuillère cette salle. Merci au cabinet Comcé qui a largement contribué à la réalisation de cette soirée. Merci à Stéphane Millet et à l'ensemble de ses collaborateurs. Muriel Vittel nous a apporté sa compétence et son dynamisme sur la formation corrézienne en provenance du territoire du Pays Basque, transmettre d'ailleurs toutes mes amitiés à mes amis basques. Et puis maintenant, écoutez, c'est très simple. Les producteurs de pays de ce territoire de la Haute-Corrèze ont planté, ont élevé, ont transformé des produits pour vous ce soir. Ce sont les produits de la Haute-Corrèze, une gastronomie inégalable qui ne vous laissera pas d'aigreur d'estomac, pour lequel vous, j'en doute pas un instant, vous allez avoir une grande dégustation avec une animation qui sera à la hauteur de cette soirée. Merci à tous. Et par ailleurs, sachez qu'il y a un mur photo dans l'autre partie de la salle, donc si vous voulez vous prêter au jeu, eh bien vous le pouvez, bien sûr. Et voilà, il y a un concert donc, qui est signé de la compagnie corrézienne du Souffle Haute Corde qui va vous être proposé dans quelques instants. Je remercie les Arts du Feu d'Aurillac, Pierre et Enguerrand pour la régie son et lumière ce soir. À la captation de cette soirée également Louis Dupron, merci à lui.